Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdo sur les cryptos. Au programme, on va s'intéresser au Bitcoin, à l'Ether, à Link et à Ion Finance. Avant de passer au graphique sur le Bitcoin, un peu de fondamental. Cette semaine, il y a Christine Lagarde, donc la boss de la BCE, qui a appelé à une régulation du Bitcoin. Alors c'est souvent la même rengaine, hein, c'est pour lutter soi-disant contre le blanchiment d'argent. Alors que dans le même temps, chaque année, on a ce genre d'article avec des grandes banques qui sont soupçonnées de blanchir de l'argent sale, qui ont pignon sur rue. Là, cet article, par exemple, pointe des grandes banques, vraiment JP Morgan, HSBC, la Deutsche Bank, etc. Chacun pourra se faire son opinion sur le sujet, mais je trouve que l'article résume assez bien ce qui se passe avec cette phrase. La répression tiendrait-elle une fois encore à avancer plus vite que l'innovation ? Lagarde appelle à une régulation mondiale du Bitcoin, mais dans le même temps, elle annonce aussi qu'il n'y aura pas d'euro numérique avant au moins 5 ans, ce qui est une éternité dans le monde crypto. Donc voilà, l'affaire sera à suivre dans le futur. Pour l'instant, c'est vraiment du blabla. Ça parle de régulation mondiale depuis déjà quelques années. Il n'y a rien eu de concret, en tout cas, annoncé par Christine Lagarde. Si on regarde du côté des marchés, alors l'annonce n'a eu aucun effet, hein. Il n'y a pas eu de grosse baisse ou de grosse hausse suite à l'annonce. Donc on va passer au graphique, à l'analyse technique. On va regarder les graphiques en format mensuel pour débuter. Alors en mensuel, on voit que c'est super haussier, hein. Ce qui est gênant, c'est que ça peut très bien continuer à monter jusqu'au ciel, hein. Il n'y a pas vraiment de limite à la hausse. Certaines banques l'annoncent à plus de 100 000 déjà. Et ça peut également corriger énormément, hein, parce qu'on n'a pas fait de phase de correction depuis au moins 4 mois en ligne droite ici. Donc il peut très bien s'amorcer une phase de correction, ça ne remet pas la tendance haussière en cause, mais ça veut dire que si on achète n'importe comment, on a quand même des risques de baisse s'il y a une vraie correction qui s'enclenche. Donc pour moi, ça sert à rien de faire des plans sur la comète. S'il y a une vraie correction qui s'enclenche, elle ne va pas prévenir avant, vous n'aurez pas une alerte ou un indicateur magique qui vous avertira. Donc ce qu'il faut faire, à mon sens, c'est jouer la tendance. La tendance est haussière, on cherche des achats. Si on est déjà acheteur, on garde les achats jusqu'à temps qu'on ait un signal qui est invalide. Et il faut regarder à plus court terme. Là, on est en format journalier. Alors sur le graphique, j'ai 3 moyennes mobiles simples. Une moyenne mobile 200, une moyenne mobile 100 et une 50. On voit que la tendance est très belle, hein. Les 3 moyennes mobiles sont bien alignées à la hausse. Et à plus court terme, on est en train de faire un espèce de triangle symétrique. Donc le triangle symétrique, c'est une figure de continuation de la tendance d'un point de vue du pattern. Je montre rapidement la figure théorique pour ceux qui sont moins à l'aise, hein. Voilà, on a un triangle symétrique et, statistiquement parlant, on a plus de chances d'en sortir par le haut quand la tendance d'avant était haussière. Donc là, c'est le cas sur le Bitcoin, hein. On avait une belle tendance haussière, un triangle symétrique. Donc on peut s'attendre plutôt à une sortie par le haut au final. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on va forcément en sortir maintenant. Ça peut très bien osciller dans le triangle encore quelques temps, hein, tester en bas, en haut, en bas, etc. Donc ça peut prendre du temps avant de sortir par le haut. Et encore une fois, la sortie par le haut, c'est simplement des probabilités. Ça ne veut pas dire que ça va se faire à coup sûr. Du coup, pour moi, il y a deux options possibles. Soit vous payez le bas du triangle, quand on va le tester, en espérant que ça rebondisse bien pour aller viser le haut du triangle dans un premier temps, et à terme, même viser la cassure, hein, vu que c'est la sortie la plus probable, ça vous permet de tenir un trade ici, et d'essayer de le faire décoller par la suite si on sort du triangle à la hausse. Soit l'autre option, qui est plus prudente, c'est vous laisser les cours faire ce qu'ils veulent à l'intérieur du triangle, et vous guettez la sortie. Si on sort par le bas, il n'y a rien à faire, c'est plutôt un signal de baisse, mais si on en sort bien par le haut, c'est un signal d'achat. Et dans ce cas-là, vous achetez quand on clôture au-dessus du triangle. Vous achetez avec un stop un peu sous le triangle, avec un peu de marge, hein, et vous laissez courir. En théorie, avec un triangle, la taille de la base du triangle, donc que je mesure ici, comme ça, on peut la reporter à la cassure du triangle, là où on va casser, et ça vous donne l'objectif de la hausse. Donc là, ça pourrait faire une hausse de 30%, ce qui nous ramènerait à 50 000. Donc 50 000 chiffres ronds, je pense que c'est un chiffre qui est guetté un peu par tout le marché, donc c'est plutôt logique de le viser si vous avez une vision haussière. Et l'avantage, c'est que ça vous donne toujours un très bon ratio rendement-risque. Là, on est à 4,5, ça veut dire que vous avez 4,5 fois plus d'espérance de gain que ce que vous risquez en perte. Donc voilà les deux façons, donc soit ici, soit un achat en bas du triangle, hein, quelque chose comme ça, quand on va le tester. Ça offre aussi un bon ratio rendement-risque, hein. Vous pouvez également vous aider du volume que j'ai mis en dessous. Normalement, dans un volume, on devrait avoir un volume en hausse lors de la sortie. Donc peut-être sur la jambe haussière avant qu'on sorte. Et au niveau de la cassure du triangle, si on en sort par le haut à un moment, on devrait normalement avoir un pic de volume sur la journée où on sort par le haut. C'est ça qui nous permet de se dire que c'est une vraie sortie haussière, une vraie cassure, et que c'est pas un faux mouvement.
En attendant qu'on teste le bas du triangle ou qu'on en sorte bien par le haut, je vous conseille d'être très prudent parce qu'un triangle, c'est quand même une figure de congestion. Ça veut dire que les cours font des points bas et des points hauts de plus en plus serrés. Ça veut dire qu'il n'y a plus vraiment de tendance à court terme, les cours sont en congestion. Et quand les cours sont comme ça en compression, il y a beaucoup de faux mouvements, il y a beaucoup de grandes mèches comme ça. Donc le trading est assez difficile à l'intérieur parce qu'on a beaucoup de mouvements imprévisibles. D'ailleurs, si on passe en format 1 heure à court terme et qu'on regarde un peu les moyennes mobiles, on va dézoomer un peu, regarder en tendance, quand on est en belle tendance, les cours rebondissent sur la moyenne mobile 200 en jaune assez souvent et la test à chaque fois ça repart. Et on a bien les deux moyennes mobiles 50 et 100 qui sont au-dessus, qui se croisent parfois à la hausse, c'est plutôt des signaux d'achat. Mais quand on arrive dans des phases de congestion, les moyennes mobiles ont tendance à se croiser dans tous les sens. Ici, croisement baissier, baissier, croisement haussier, baissier. Vous voyez que là, les croisements des moyennes mobiles ne sont plus des éléments pertinents parce qu'on n'est plus en tendance. Donc ça veut dire qu'un système de trading qui marche bien en tendance, les croisements des moyennes mobiles, donc j'entre pas trop dans les détails, mais il y a plusieurs méthodes différentes avec ça, on voit que ce système qui marche très bien en tendance, quand on est en congestion, ne marche plus du tout. Là, il ne faut pas prendre ça comme des signaux de vente ou d'achat quand ça croise à la hausse, parce qu'on est en congestion, ça va se croiser dans tous les sens, à mon avis, jusqu'à temps qu'on sorte vraiment du triangle. C'est aussi ça la difficulté en trading, c'est que des systèmes ou des méthodes de trading qui marchent très bien dans un marché en tendance, quand on est dans les zones de congestion comme ça a tendance à ne plus marcher. Là, c'est avec des moyennes mobiles que je vous montre, mais c'est la même chose, hein. Si on prend le super trend que j'avais montré dans une vidéo précédente, quand on est sans tendance comme ça, on voit qu'on a des traversées par le bas ou par le haut de l'indicateur très, très souvent. Pareil avec l'Ishimoku, hein. Ishimoku c'est un indicateur de tendance. Quand il n'y a plus de tendance, quand on est en congestion, on passe sous le nuage, au-dessus, en dessous. On voit que c'est beaucoup moins pertinent. Même si avec l'Ishimoku on a des façons d'exploiter les ranges comme ça, c'est quand même moins pratique. Ce qu'il faut garder vraiment à l'esprit, c'est que quand vous tradez, il faut adapter votre façon de trader aux tendances du marché. On ne trade pas pareil dans un marché en tendance que dans un marché en congestion ou en range. On va passer à l'Ether face au dollar. Avant l'analyse technique, un petit article sur Cryptonote qui explique que les réserves en crypto-monnaie dont l'Ether sont sous tension. L'article met en avant une possible pénurie d'Ether, ce qui pourrait signifier un bull run. Donc selon les données de CryptoQuant, les bourses centralisées ne détiennent plus que 8,1 millions d'Ether, qui ont déjà commencé à fondre. C'est aussi confirmé par Glassnode, qui confirme que pour trouver un niveau aussi bas sur les échanges, il faut remonter à juillet 2018. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt haussier, hein. C'est des marchés financiers, plus un produit est rare, plus son prix a tendance à s'envoler. Regardons maintenant le graphique. Sur l'Ether face au dollar en format hebdo, ce qu'on voit tout de suite sur le graphique, c'est que suite au bull run qu'on a eu, on est en train de tester les sommets historiques sur l'Ether. Donc c'est un fort niveau de résistance. Là-dessous, il faut être très méfiant, hein, parce que les énormes niveaux de résistance comme ça sont durs à franchir. Un peu à l'instar du Bitcoin, hein. Rappelez-vous, quand on a testé les 20 000 pour la première fois pendant le bull run, on est resté, je crois, à peu près un mois sous les 20 000 avant de réussir à les casser. Donc peut-être qu'on va bien réussir à casser ces 1400, et dans ce cas, ce sera un gros signal haussier. Mais tant que c'est pas fait, soit on peut rester dessous pendant peut-être un mois comme sur le Bitcoin, et faire des mouvements un peu à la con, soit on peut carrément avoir une vraie correction. Donc c'est pour ça que ces niveaux sont quand même relativement risqués tant qu'on n'a pas réussi à les casser. On va regarder en format journalier où on en est. En journalier, on est dans une espèce de zone de congestion, pareil que sur le Bitcoin. On aurait une borne basse ici dans la zone des 900, donc mèche basse ici et le point bas ici. On aurait une borne haute ici avec pas mal de mèches ou de clôtures de bougies qui débutent à 1300 grosso modo jusqu'à 1350. Si jamais on franchissait par le haut cette zone des 1350, on aurait dans tous les cas les 1420 au-dessus, hein, qui sont le top qu'on avait fait ici en janvier 2018. Donc c'est dur de vouloir acheter maintenant alors qu'on est vraiment sous résistance. Là je resterai plutôt neutre sur l'Ether. Soit on arrive à casser les 1420 dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Dans ce cas-là c'est un gros signal d'achat et de poursuite haussière. Soit tant qu'on est en dessous, j'ai peur que ça hésite beaucoup, qu'on ait des gros mouvements impulsifs baissiers comme ça. Donc c'est une zone assez dangereuse. Pour ceux qui veulent vraiment chercher à acheter ou à recharger, si on revient tester le bas de la zone ici vers les 890-900, ça peut être une zone d'achat, hein. Si on estime qu'on est en train de faire un espèce de range comme ça, on peut vouloir acheter en bas du range, hein. C'est simplement du trading de range avec un stop un peu en dessous et on espère qu'on remonte en haut du range. Ça peut faire un bon ratio rendement risque.
On peut même regarder un peu à plus court terme, en 8 heures. J'avais posté des choses hein, sur mon TradingView toute la semaine sur l'Ether ou en 4 heures. En 4 heures, voilà, on a l'espèce de zone de congestion ici, comme ça. On a un canal haussier ici, plutôt à court terme, qui est en train de driver la hausse. On a également ici une petite oblique qu'on a légèrement franchie, mais on est en train de repasser en dessous actuellement. Donc encore une fois, là on est dans une zone de compression. Comme j'avais dit pour le Bitcoin, dans les zones de compression, de congestion comme ça, on a beaucoup de faux signaux. C'est pour ça que ce n'est pas des zones très plaisantes à trader. On a régulièrement des cassures, enfin des fausses cassures du coup. Donc là, dans ces zones, pour moi, le plus prudent, c'est d'attendre le bas de la zone pour acheter ou d'acheter si on en sort par le haut. Là, si on en sort par le haut, ben, on aurait quand même 1420 au-dessus en résistance, donc c'est un peu plus problématique. Mais dans la logique, c'est ça qui a guetté. Pour ceux qui cherchent des points d'entrée intéressants avec des beaux clusters, ici on peut employer un éventail de Fibonacci. Donc on l'a ici. Avec l'éventail, vous prenez le point bas, donc prenez des points larges, hein, le point le plus bas de la tendance ici, et vous reliez au point haut d'une tendance. Ça vous trace l'éventail, c'est un outil que j'avais déjà montré dans d'autres vidéos, hein, et l'éventail en fait vous donne des niveaux de Fibo. Donc ici on voit que le premier niveau, suite au point haut on a baissé, on a testé la ligne suivante de l'éventail. En théorie, là ça a bien fait rebondir les cours, hein, on a fait des mèches en dessous, mais on voit qu'en clôture on a clôturé pile dessus, ça fait rebondir. En théorie, si les cours rebaissent, c'est là le prochain niveau. Si on le casse, on va viser le niveau encore suivant, etc. Et on peut cumuler ça pour affiner encore un peu l'analyse. Donc là, c'est vraiment pour ceux qui recherchent des niveaux, hein, pour du court terme ou pour essayer de se placer. Vous prenez par exemple un Fibo classique, un retracement de Fibo. Donc là, cette fois, on va prendre la vague courte. Au lieu de prendre toute la tendance, on prend le dernier mouvement de hausse impulsif. Donc point bas, point haut avec le retracement de Fibo. Et ça nous permet d'avoir des clusters assez sympas. Si on regarde bien ici, une fois qu'on a fait le point haut, on avait tracé l'éventail en jaune, on trace le Fibo en rouge, la baisse correspond au Fibo 38% qui était cumulé à l'éventail en jaune. Donc ici on avait un cluster de Fibo, donc c'était une forte zone avec un rebond potentiel assez fort. Donc avec la même logique, maintenant qu'on a rebondi, si on baisse, faudra voir, si on baisse rapidement, peut-être qu'on aura encore un cluster du Fibo 38 et de l'éventail en jaune, mais si on met longtemps à baisser, on n'aura pas de cluster, donc il y aura plus de chances. Par exemple, si on vient là le Fibo est loin en dessous, on n'a pas de cluster des deux niveaux, donc ça veut dire que si on casse l'éventail ici, il y a des fortes chances qu'on continue à baisser jusqu'au prochain niveau d'éventail en jaune, donc la ligne d'en dessous, et cette fois-ci, peut-être qu'on aura un cluster, éventuellement ici, avec le Fibo 50 et l'éventail de Fibo, donc là, ça pourrait être une zone d'achat dans le futur. Donc comme ça, en travaillant avec un Fibo et un éventail de Fibo, ça vous permet de trouver parfois des niveaux de cluster. Alors des fois vous n'en aurez pas, dans ce cas-là, tant pis, ça ne vous aidera pas, mais si vous en avez, en général, c'est des bons niveaux pour tenter de jouer les rebonds. Et vous pouvez appliquer ce genre de méthode à peu près dans tous les time frames, hein. Là en 4 heures, par exemple, si on prend un éventail qu'on estime que là on a fait un point haut, donc point bas de la tendance, point haut, on a l'éventail, qui n'a pas trop mal marché, hein. Là on voit que suite au point haut, on a baissé sur la ligne suivante, hésitation, petit rebond, on la casse par le bas, on va chercher la ligne suivante, et là c'est en train de rebondir. Si à ça, comme la fois d'avant, on ajoute un Fibo de retracement, et on voit qu'on aurait le Fibo 38 à 11,50 grosso modo. Donc si jamais on casse cette ligne de l'éventail à la baisse dans les prochaines bougies, peut-être qu'on irait tester la ligne suivante de l'éventail avec le Fibo cumulé. Et là pour le coup on aurait un cluster de 2 Fibo, ça peut être, pour ceux qui jouent à court terme, là je parle, hein, c'était plus pour l'exemple, ça peut être un niveau pour tenter un petit achat en espérant qu'on fasse un petit rebond ici. C'est vraiment pour vous montrer comment on peut trouver des opportunités ici avec ça, hein. Je ne vous conseille pas forcément d'acheter ici sur l'Ether, hein, parce que comme j'ai dit pour le Bitcoin, là on est en congestion. Quand on est dans les zones de congestion, les niveaux sont assez sales en général, il y a des fausses cassures de partout, donc c'est clairement pas là que vous avez le meilleur taux de succès pour vos trades. Dans un range, le plus simple, hein, c'est de tenter un achat en bas du range ou si on en sort par le haut. Après, bien sûr, tout dépend de votre profil, hein. Si vous aimez scalper, si vous aimez trader à très court terme, si vous vous contentez, entre guillemets, de 2-3% de hausse sur un actif, ça peut vous donner des niveaux de rebond qui sont intéressants. On passe à Link face au dollar. Du côté de l'actu, on a eu un article sur Cryptost qui annonçait qu'on retestait les 20 $. Alors, les raisons pour ça, il y en a plusieurs, hein. C'est surtout les collaborations, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de collaborations en cours sur Link, ça le pousse à la hausse.
C'est vraiment un actif qui est très très haussier, hein. C'est une des plus belles cryptos, je trouve, d'un point de vue technique. On va regarder tout de suite la technique. On avait un triangle en format hebdomadaire ici. Triangle symétrique dont on est sorti par le haut. Donc là, pour le coup, les stats ont été respectés. C'est une figure de continuation. Depuis, on a explosé à la hausse et on est en train de tester les sommets à 20 ici. On n'a pas encore fait le breakout de la zone ici, hein. On a clôturé pour l'instant en clôture hebdo. Enfin, c'est pas encore fini, mais ça va finir aujourd'hui. On n'a pas encore cassé le niveau des 20 ici. Donc, on a juste fait une mèche. Donc, pas de signal haussier de poursuite pour l'instant. Donc là, maintenant qu'on a ça, il y a deux scénarios. Soit on va réussir d'ici la fin de la journée ou la semaine prochaine à casser le niveau des 20. Ça sera un signal haussier. Et la hausse théorique de la cassure de ce triangle en vert, hein, c'est la taille de la base qu'on a ici, qu'on reporte à la cassure ici. Donc ça nous ramènerait grosso modo vers les 28. Donc ça c'est l'objectif long terme. Alors, je rappelle qu'on est en graphique hebdomadaire. Par contre, il ne faut pas exclure que on fasse une phase de correction ici. On est sous les sommets historiques. On n'a pas fait de retest du triangle, donc on n'a pas fait de throwback ici sur le triangle. Donc il y a quand même de la marge pour la baisse si jamais on devait corriger, hein. Si on est dans un cas théorique avec le retest du triangle, ça pourrait nous ramener vers les 14. Alors je pense pas que ça se produise, hein. Déjà, le retest, c'est pas obligatoire. Ça arrive, c'est fréquent, mais c'est jamais systématique. Donc peut-être qu'on va jamais le faire. Et l'actif est vraiment super, super haussier, hein, que ce soit sur les fondamentaux ou graphiquement. Regardez les 3 dernières semaines de hausse. Donc là, je pense qu'il faut essayer d'acheter les petites corrections mineures et ne pas viser forcément un retour sur les 14. On passe en format journalier. En journalier, on a un canal haussier parallèle ici, hein, tracé à partir des points bas. Donc ça a bien canalisé la hausse pour l'instant, avec l'excès un peu au-dessus. Donc le point idéal, si ça corrige, pour moi, c'est si on revient tester le bas de ce canal, hein. Comme j'ai dit, je pense pas qu'on revienne tester en tout cas le bas du triangle, ou alors il faudrait une forte correction. Pour l'instant, c'est pas d'actualité. Donc au moins viser un retour sur le bas du canal haussier, hein. Ça donnerait un bon niveau de prix. Donc il faudra voir selon le rythme de la correction si on en a bien une. Mais voilà, ça pourrait nous ramener peut-être sur l'ancienne zone haute ici, hein. Ça serait l'idéal, on aura un cluster à la fois l'ancien sommet horizontal et à la fois le bas du canal haussier. Ça serait vers les 17, grosso modo. C'est là qu'on pourrait tenter un achat, un stop un peu en dessous. Et on espère qu'on va continuer à pousser à la hausse et réussir à casser les 20. Et on va finir avec Ion Finance. Alors, du côté de l'actu ici, il y a eu un débat sur imprimer ou ne pas imprimer de nouveaux jetons. Donc, pour l'instant, là c'est un article sur le journal du coin. Pour l'instant, c'est plutôt le nom qui l'emporte. La proposition qui a été faite à la communauté, c'était d'imprimer 1000 jetons en plus. Donc, il y en a 30 000 en circulation. Ça en rajouterait un peu pour payer les développeurs apparemment. La proposition a fait débat. Ce qu'on voit, c'est que pour l'instant, c'est le nom qui l'emporte. Donc c'est pas fini, mais il y a 61% de non. Donc faut vous dire que moins il y a de jetons, plus c'est rare, plus c'est cher. Donc si on recrée des nouveaux jetons, en théorie, ça devrait plutôt faire baisser le prix. Mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de crainte à avoir, c'est le nom qui l'emporte. Du point de vue graphique, maintenant, c'est vraiment une belle hausse qu'on a. On avait un espèce de triangle symétrique en vert, sorti par le haut, retest du triangle par au-dessus, donc le throwback est fait, ça repart un peu à la hausse. On a également constitué un canal haussier parallèle pendant la phase de hausse ici. Donc ça c'est vraiment les actifs que j'aime bien parce que la hausse est très bien construite. On a des phases d'impulsion haussière suivies par des belles corrections ou des zones de range. Puis ça repart à la hausse, on recorrige en respectant les niveaux chartistes quasiment pile poil. Et maintenant qu'on a un canal haussier parallèle, c'est l'idéal pour trader, hein. C'est pour ça que j'en trace souvent dès qu'on peut. Si on vient tester le bas du canal, c'est une zone d'achat à payer parce qu'on serait sur le support. Et le canal, en fait, ce qu'il nous montre, c'est qu'il matérialise la hausse, le ratio entre le temps et les prix. Donc là, si on revient tester le bas du canal, pour moi, c'est une zone d'achat avec un stop un peu en dessous. Là, actuellement, on est sur la médiane du canal. On voit que ça hésite beaucoup, hein. Il y a des mèches basses, des mèches hautes. J'ai peur que ça fasse un peu n'importe quoi. C'est pour ça que pour moi, l'idéal, ça serait vraiment qu'on teste le bas du canal. Donc bas du canal pour se placer. Ceux qui sont déjà acheteurs, hein, il faut rester acheteur, hein, on a une belle tendance haussière. On a quand même testé les points hauts ici à l'horizontale, hein. Donc on a encore également d'autres points hauts un peu au-dessus, mais on est quand même sur une zone assez forte de résistance. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'on corrige encore un peu. Peut-être qu'on ne va pas baisser ici, mais qu'on va latéraliser comme ça, et qu'on va au final tester le canal ici.
Donc peut-être qu'on aurait un achat à faire, en plus on serait sur les anciens points hauts ici à l'horizontale, point haut, point haut. Si on revient tester la zone ici dans le bon timing et qu'on est sur le bas du canal, ça nous donnerait un prix vers les 29 515 à peu près pour tenter un achat avec un stop un peu en dessous. Et l'avantage de payer un bas de canal, c'est que ça vous offre toujours un bon ratio rendement-risque. Si vous achetez le bas du canal, vous mettez un stop un peu en dessous pour éviter les mèches et vous espérez qu'on aille retester les points hauts ici, puis les points hauts suivants. Et même si vous êtes trader long terme, vous laissez courir. On a un canal haussier, on est en tendance haussière. La définition d'une tendance haussière, c'est qu'on fait des nouveaux points hauts de plus en plus hauts. Donc peut-être qu'on réussirait à terme, donc là on parle dans plusieurs semaines, pas pour les prochains jours, mais qu'on réussirait à terme à casser les points hauts, et là ça pourrait décoller, ça ferait un trade avec un super ratio rendement-risque. On a fini avec la vidéo, j'ai pris des bonnes résolutions, j'essaie de les faire un peu plus courtes qu'avant, que ça soit plus digeste. N'hésitez pas à liker et partager, je vous souhaite une bonne fin de week-end, et je vous dis à mercredi 13h sur YouTube pour le live. Salut tout le monde!